Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. La communauté internationale a célébré le 22 mars dernier la journée mondiale de l'eau avec pour thème les eaux usées. Ce soir, la télévision nationale se propose plutôt de jeter un regard sur l'accès des populations béninoises à l'eau potable. L'objectif 6 des ODD, entendez, les objectifs du développement durable, vise l'accès universel à l'eau potable. Dans son programme d'action, le gouvernement de son côté ambitionne d'assurer l'accès à l'eau potable à toutes les populations du Bénin à l'horizon 2021. Mais quel est l'état aujourd'hui en la matière et que faire pour être au rendez-vous des ODD? Pour y répondre, nous avons invité sur ce plateau M. Charles Aouandino. Il est le directeur des études et stratégies d'approvisionnement en eau potable à la Direction générale de l'eau. Bonsoir, M. Aouandino. Bonsoir. Et M. Arnaud Adiagodo, chargé de programme au partenariat national de l'eau, le PNE Bénin. Bonsoir, M. Adiagodo. Bonsoir, monsieur. Pour commencer, M. Aouandino, une question simple. Nous sommes environ 10 millions de Béninois. À l'heure où nous parlons, il y a combien qui ont accès à l'eau potable? Quand j'ai regardé un peu le bilan de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et semi-urbain, les chiffres que j'ai obtenus me donnent 44% en 2006, 68,1% de dessertes en 2014, pour retomber à 67,6% en 2015. Est-ce que les chiffres sont justes? Qu'est-ce qui explique cette baisse? Je sais qu'à la dernière revue sectorielle de l'eau, vous en avez parlé. Est-ce qu'il y a eu harmonisation des chiffres? Concrètement, combien de Béninois ont accès à l'eau potable? Oui, merci, monsieur le journaliste. Alors, pour répondre à votre question, il faut avouer que la DGO intervient en milieu rural. D'accord. Et nous avons un autre acteur qui intervient en milieu urbain, qui est la SONEB. Voilà, donc c'est deux acteurs différents. Alors, pour ce qui concerne le milieu rural, nous avons effectivement, en 2014, déjà atteint les OMD. D'accord. Il s'est fait qu'on était à 68, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et en 2015, on a rechuté de 2 points ou 3 points, je ne me rappelle plus très bien. Alors cet état de choses est dû au fait qu'au cours de l'année 2015, vous savez très bien qu'il y a eu des perturbations dans le secteur, qui a fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de réalisations au cours de cette année-là. Les perturbations, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous appelez? Bon, vous savez très bien qu'il y a eu l'arrêt d'un programme qui a perturbé un peu le secteur. Vous parlez du programme... pluriannuel eau et assainissement. Oui, assainissement voilà, appuyé par les Pays-Bas. Appuyé par les Pays-Bas. Ce qui a fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissements, beaucoup de réalisations sur le terrain. Ce qui a fait qu'effectivement, le taux de décès a chuté. Mais malgré ça, nous avons atteint les OMD, malgré ces chiffres-là. Oui, les OMD fixaient quel chiffre? 67,3. Et on est allé à 68, oui. Okay. Mais puisque vous en parlez, le PPEA, on ne va pas évoquer le volet politique, mais qu'est-ce qu'il a apporté aux populations, ce programme? Il faut reconnaître qu'il y a eu d'abord le PPEA 1, d'accord, le PPEA 2. Le 1 et le 2 ont apporté quoi en matière? Oui, effectivement, il a apporté vraiment, nous a permis de booster vraiment le secteur, le taux de desserte. Voilà, parce que en faisant quoi? Vous avez construit des forages? On a construit des forages, on a construit des adductions d'eau villageoises. D'accord. Il y a aussi l'accompagnement, ce qui concerne le renforcement de capacité. D'accord. À niveau du PPEA 1 aussi, il y a le PNE aussi qui avait intervenu aussi dans le PPEA 1. Ce qui fait que pratiquement, ces deux programmes, effectivement, le PPEA 1 et le PPEA 2 ont permis quand même d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés à l'époque. Mais pourquoi le programme a été suspendu, puisque vous venez de le dire? Oui. Pourquoi le programme a été... Bon, c'est le bailleur qui a décidé de suspendre la coopération. Très bien, pour des raisons de gestion, on ne va pas évoquer cela. Monsieur Adiagodo, est-ce que vous réagissez par rapport aux chiffres? Est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur les chiffres au niveau de la revue sectorielle? Monsieur Barra, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs du service public. Je voudrais, si vous me permettez, puisque c'est un peu à l'occasion de la journée mondiale de l'eau que nous sommes à cette émission, quand même, même si ce n'est plus le 22 mars, souhaiter bonne journée de l'eau à toute la communauté des acteurs du secteur de l'eau et même à toute la population béninoise. Et féliciter l'organe du service public de l'information pour l'organisation de ce débat à une heure de grande écoute sur la question de l'eau. Parce que l'eau, c'est une question importante. Assurer la sécurité en eau, c'est quelque chose de vital. Et ça a été reconnu au plan mondial et à travers l'ODD numéro 6, que vous avez bien voulu rappeler au début de cette émission,
Mais aussi, dans notre pays, cela a été reconnu à travers la place qui a été donnée à l'eau et surtout à travers cette ambition que le gouvernement s'est donnée de réaliser l'accès universel à l'eau potable. On verra ça plus Nous tard. verrons ça plus tard. Maintenant, quant Alors, aux chiffres. Quant aux chiffres, il faut dire que pour ce que nous savons et pour ce qui a été convenu, retenu Il a donné à la dernière quelques raisons revue de la baisse. annuelle, Oui. la dernière revue annuelle du secteur de l'eau et de l'assainissement, nous avions un chiffre, comme vous l'avez indiqué, d'environ 67% en milieu rural, du taux de décès, et puis environ 84% en milieu urbain. Mais nous sommes entendus pour dire qu'en milieu rural, le mode de calcul que nous avons actuellement ne s'y est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avions un mode de calcul qui permet de dire, lorsqu'on est dans par exemple, dans une commune où il y a un arrondissement qui a 200 habitants et que le taux a dépassé, c'est-à-dire l'ouvrage peut desservir plus d'habitants qu'il ne faut et qu'on est à 200% en quelque sorte, et qu'il y a un autre arrondissement à côté qui a 0%, on va dire que si on met les deux arrondissements ensemble, On va faire la moyenne. on va faire la moyenne et de dire que le taux de décès est de 100%. Alors que la réalité, c'est qu'il y a un arrondissement Qui n'a pas d'eau. qui n'a pas d'eau. Et donc, le secteur lui-même en était plus ou moins conscient et a entamé une démarche de révision du mode de calcul. Et donc est arrivé à un mode qui donne plus un chiffre qui traduit mieux la réalité de terrain. Et donc, à la revue dernière, nous sommes entendus pour dire, en milieu rural, nous ne sommes pas à 67%, nous sommes à moins de 50%. Donc, oui. En milieu rural. Oui, en milieu rural, c'est le cas, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et pourtant, dans les chiffres officiels, on va retenir ce chiffre de 60. Oui, on en parle souvent parce que c'est le chiffre qui a été communiqué au moment où le pays informait les autorités au niveau régional, au niveau africain, au niveau mondial, de comment nous avons atteint l'objectif de développement du millénaire lié à l'eau. En termes plus réels, environ, on va dire environ la moitié de la population rurale n'a pas accès à l'eau potable. Oui, ça, on peut le dire. C'est un chiffre de la revue annuelle du secteur de l'eau. Monsieur Awandiou, vous réagir par rapport à ça? Oui, effectivement, il faut reconnaître que pour le calcul du taux de 17 que nous avons adopté, et en cours de chemin, on a constaté qu'effectivement, il y avait un biais au niveau de ce taux de calcul, la manière de calculer ce taux de 17. Alors, on est revenu maintenant à une meilleure appropriation de ce taux de 17 et on va calculer maintenant par localité. On calcule le taux de 17 par localité. Comme il l'a expliqué tout à l'heure, on allait vers les villages, vers les arrondissements. Et quand on fait ce calcul, on se rend compte qu'on n'est même pas à 60%. Voilà, c'est ça, vous avez annoncé tout de 44%, 40 et quelques %. Voilà, effectivement. Alors, ce chiffre n'est pas encore homologué. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose sinon? Oui, ce qui est heureux, c'est que dans la réalité aujourd'hui de la progression vers la réalisation de l'ODD numéro 6, le Bénin a pris en compte ce chiffre parce que le Bénin a pris en compte le nombre de villages au Bénin n'ayant pas accès à l'eau potable pour faire sa nouvelle programmation. Maintenant, quand vous parlez de plus de 80% en ce qui concerne les centres urbains, c'est ce que vous avez dit. Oui. À ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas de disparité? Quand je prends la périphérie de Cotonou, il y a encore des poches où les gens ne consomment pas l'eau potable. Quand je prends les grandes villes du Bénin, est-ce que toutes ont accès à l'eau potable? Je sais que vous êtes journaliste et que vous promenez vos micros. Vous avez eu à réaliser d'ailleurs des documentaires sur la question de l'eau potable ou de l'eau tout court. Cela est vrai. Les disparités, il y en a. Nous avons un grand avantage en milieu urbain qui est par la question du mécanisme de péréquation qui nous permet d'avoir un prix unique pour l'eau sur toute l'étendue du territoire national. Mais dans les zones périurbaines, nous avons beaucoup de problèmes d'eau potable. Et il ne faut pas aller loin, à Cotonou, pour trouver les problèmes dont nous parlons. Il ne faut pas aller loin dans Parakou, dans les environs, pour trouver les problèmes dont nous parlons. Au-delà des problèmes de coupure d'eau récurrentes dans les villes comme Parakou, dans les villes comme Boycon, Abomey, ou même en plus d'Assa, n'en parlons pas. Les villes où il n'y a même pas l'eau, n'en parlons pas. Mais les villes où on est supposé avoir l'eau dans le sous-sol, là aussi, c'est un vrai problème. Il y a beaucoup de coupures d'eau. Cotonou est plutôt bien loti, je vais dire. La bonne partie des gens qui habitent Cotonou sont mieux lotis par rapport à certaines villes qui connaissent beaucoup
Mais quand vous dites ça, par rapport au coût et peut-être au coût d'abord de la distribution d'eau, est-ce que tout le monde y a accès? Je connais des quartiers où les gens prennent encore de l'eau de puits, même à Cotonou. Cela est réel. Je vais réfléchir, je vais parler en termes de pourcentage de la population de Cotonou. Mais c'est vrai que l'objectif de développement durable, numéro 6, n'est pas seulement un objectif de quantité, c'est aussi un objectif de qualité. Et privilégier aussi les populations vulnérables, les populations les zones qui ont été toujours exclues. Et c'est en cela que l'on dit souvent que les derniers pas à faire pour réaliser l'objectif, l'accès universel à l'eau potable, seront plus difficiles que les premiers pas. Ça veut dire que avancer de 5 points ou de 15 points pour nous sera plus difficile que d'avancer il y a 15 ans de 50% ou moins de 50% jusqu'à 80%. Très bien. Tout à l'heure, on va revoir la carte. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais on va aller dans les collines parce que nous en parlions il y a un instant. Oumarou Abiat est allé dans le département des collines pour voir que l'accès à l'eau potable, c'est un véritable parcours du combattant. On va aller à la régie et on revient sur le plateau. L'accès à l'eau potable dans les collines est un véritable casse-tête pour les populations. De Savet à Dassa, en passant par Glazoué, les réalités sont les mêmes. L'eau est disponible, mais pas en quantité suffisante pour tous et au même moment. Nous sommes en zone de socle. Les forages qui sont réalisés tarissent par moment et les populations sont confrontées à un manque de cette denrée nécessaire. En conséquence, on observe partout de grands attroupements devant les points d'eau, les forages et autres. À la recherche de l'eau, de grandes distances sont parcourues au quotidien par les populations. On est venu chercher de l'eau ici parce que c'est le coin le plus moins cher et c'est ça qui est plus rapide. Les autres, très souvent, l'eau ne vient pas. Parfois c'est coupé, parfois ça ne vient pas. Il faut se réveiller à 5 h ou bien à 3 h du matin. Le fait d'avoir à domicile le raccordement de la société distributrice de l'eau ne met pas à l'abri de la pénurie. Bien au contraire. Personne n'échappe à la corvée d'eau. Il est environ 2 h du matin. Le couple Aminou fait le guet pour ne pas manquer le rendez-vous désormais obligatoire pour avoir de l'eau. Il sonne 2h12. Nous sommes en éveil ici parce que nous guettons l'arrivée de l'eau. Bon, qui ne vient pas. Chaque jour, c'est comme ça. Depuis 1h30 du matin, M. Dagbedji et ses fils sont sur pied pour la même raison. On guette le moindre gazouillis annonçant l'imminente arrivée de l'eau. C'est finalement à 2h32 que les premières gouttes ont commencé par sortir. Il est 1h53. Dans 7 minutes, 2h. Bon, à pareil moment, vous avez vu, nous n'avons pas de l'eau. Si on va partir de 2h ou bien 1h jusqu'à 5h, si ça vient, vous dormez trop, vous n'aurez plus de l'eau. À partir de 5h, vous n'aurez plus de l'eau. La situation est bien connue des populations de ce département. C'est la sempiternelle équation en saison sèche. La démographie croissante ne fait juste qu'aggraver la question au fil des ans. La nature du sol de cette région du Bénin explique la pénurie d'eau endémique. Dans le socle, où c'est la pierre qui est le substratum, il n'y a pas de chance qu'on ait de grands réservoirs d'eau, sauf lorsqu'on tombe dans des zones d'altération importantes. Cette pénurie d'eau n'est pas sans conséquence sur les activités socio-économiques. Cette unité de transformation a dû retarder le début de ses activités, faute d'eau. Le manque d'eau dans les collines n'est pas une fatalité. Des solutions existent. Il faut faire des barrages, des retenues d'eau qui retiennent de l'eau à partir des rivières et qui gardent l'eau toute la saison sèche, de sorte qu'on puisse alimenter les populations à partir de là, moyennant un traitement de ces eaux, parce que les eaux de surface sont plus chargées, sont plus contaminées que les eaux souterraines. Donc c'est pour ça que ça coûte cher de faire une telle alimentation.
En attendant les solutions, les populations rêvent déjà aux prochaines pluies pour réduire la pénibilité d'accès à l'eau potable. Voilà la réalité, M. Awandjino, et pourtant on nous dit qu'avant 2015, on avait déjà atteint les objectifs du millénaire. Je vais vous demander de nous présenter une sorte de carte bleue, ça c'est moi qui invente le concept, c'est-à-dire quelles sont les zones où nous avons de l'eau et les zones vulnérables. Quelles sont surtout les zones vulnérables dans tout le pays? Quelles sont les zones? On parle des collines, mais il y en a certainement d'autres. Où sont les zones où les populations souffrent de l'eau potable, surtout en saison sèche? Ok, merci, monsieur le journaliste. Il faut reconnaître que, et nous avons dit tout à l'heure que nous avons atteint les OMD, mais il y a des disparités, effectivement, dans certains départements, et surtout dû à cause de la disponibilité de la ressource. Et quand je prends les zones des collines, comme le département des collines, c'est-à-dire tout le département, les communes de Travers, Tassac, Lazoué, Savalos, les zones de socle, d'accord. Là, difficilement, on arrive à trouver l'eau. Et dans ces conditions, on fait quoi? On traite l'eau de surface? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, effectivement, la SONEB a pris en charge vraiment cette préoccupation qui fait que ces communes-là sont desservies par l'eau de surface à partir du barrage de Sukobé. Mais quand je prends Natitengo aussi, c'est pareil. Natitengo aussi, c'est une zone de socle. Effectivement, il y a le problème se persiste aussi dans cette région aussi. Mais là, il n'y a pas de traitement d'eau de surface. Est-ce qu'on a des eaux de surface? Je sais qu'il y en a à Djougou. Djougou, oui, Djougou. Mais Natitengo, est-ce qu'il y en a? Non, il n'y a pas d'eau de surface. Je crois que ça, c'est une politique de la SONEB. Je crois qu'ils ont des financements actuellement pour pouvoir prendre en charge ces localités-là. Et trouver des solutions à ce problème. Monsieur Adiakodo, quelles peuvent être les solutions dans ces zones dites vulnérables? Quand je prends Natitengo, il y a des localités où on traite l'eau de surface, mais ailleurs, non? Oui, dans beaucoup de régions, nous avons de l'eau de surface. Il y en a où on n'en a pas en quantité suffisante telle qu'on aurait espéré. Et même à Natitengo, il y a un tout petit barrage, d'ailleurs, que la SONEB a réhabilité au début de l'année 2010. De mon point de vue, il y a un problème important qui a mérité à ce que, au-delà des années 2010, nous soyons encore en plein dans les problèmes d'abord d'accès à l'eau potable dans ces zones-là. C'est le problème de la mobilisation de l'eau. La question de la maîtrise de l'eau n'a pas été une préoccupation, une priorité dans notre pays pendant longtemps. Et parce que dans ces zones, si on n'a pas mobilisé l'eau, quelque part, on ne peut pas aller la chercher, la traiter, la conduire dans les villes, dans les villages pour la distribuer aux populations. Et donc, vous avez des exemples où c'est possible? Tout à fait. Le cas de Savet, où on a tiré en partie de l'eau du barrage d'Achakpa, le barrage qu'on appelle le barrage de Sukobé, mais c'est intervenu seulement en 2012 ou 2013. Avant, cela ne se faisait pas. Il y a eu des échanges par le passé pour voir comment envoyer de l'eau à partir de Boycon, Zobodomé, jusqu'à la hauteur de Dassa, parce que nous avons beaucoup d'eau dans la zone de Boycon, de Zobodomé, qu'on aurait pu, pour d'autres questions, d'ordre socio-culturel, et puis de financement aussi, on ne l'a pas finalement envisagé. Donc, de ce qui est sûr, au plan hydrologique, au plan hydraulique même, il y a des solutions que les gens exploitent. Parce qu'il y a aussi, je sais qu'il y a certains pays qui ont une technologie qui permet de percer les roches, les pierres dans ces zones-là pour pouvoir aller extraire, parce que c'est très loin et c'est pas facile. Les technologies habituelles que nous avons, ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais plus globalement, il faut dire que nous avons la chance d'avoir de l'eau. C'est-à-dire, lorsqu'il pleut, il y a beaucoup d'eau qui ruisselle sur nos terres au Bénin. Il faut la retenir. Il faut la retenir. Et pendant longtemps, il y a eu un défaut de planification stratégique, de mobilisation de financement, qui a fait que nous n'avons pas pris ces problèmes à bras le corps assez tôt. Si nous avions, parce que par exemple dans le bassin de Lomé, il y a 3 grands barrages qui sont prévus. Si nous avions réalisé déjà ces barrages, si on avait réalisé le barrage de Bétéro, toute la zone des collines, en bonne partie, aurait pu avoir de l'eau. Si nous avions réalisé le barrage de Dogobis, nous aurions pu régler en bonne partie le problème de l'eau aussi dans une partie du Zou et du plateau et du Lobé. Et ça permet en même temps de régler d'autres problèmes. Et pendant longtemps, nous avons aussi pensé que
pour donner de l'eau potable, il fallait juste faire des ouvrages. Non. Aujourd'hui, voyez le barrage d'Achapa au niveau de Savet. Si ce barrage n'est pas bien entretenu, il arrivera un jour où on va dire, les Chinois vont dire, il n'y a plus assez d'eau pour que moi, je vous en donne telle quantité et aller approvisionner en eau potable la ville de Savet. Ou alors, si on faisait en sorte d'avoir beaucoup d'eau, ça veut dire qu'il y a d'autres villes environnantes qu'on pourrait approvisionner en eau potable. Idem avec le cas de Parakou. S'il n'y avait pas eu une action de financement, de réhabilitation du barrage qui est démarré avec le grand plaidoyer que le PNU Bénin a conduit à partir de 2008, mais nous ne serions même pas en mesure, à l'heure actuelle, d'assurer ce qu'on donne aujourd'hui à la ville de Parakou. Et comme je disais, il y a eu un défaut de planification stratégique, de financement par rapport à ces ouvrages. Nous n'avons pas vu Parakou galoper en matière de démographie. Mais à Parakou, il y a quand même un projet de gestion des eaux de surface. C'est justement ce projet-là, mais un projet prend le temps que ça va prendre. Si on avait démarré il y a 15 ans, on aurait réalisé déjà, on aurait agrandi un peu la cuvette, on aurait renouvelé les installations qui permettent de distribuer l'eau, on en aurait amené dans les nouveaux quartiers où les gens s'installent à la périphérie de Parakou. C'est de cela qu'il s'agit. Monsieur Awandjeno, il y a quand même un programme national d'alimentation en eau potable en milieu rural qui touche environ 307 villages. Quel est le contenu de ce programme? 307 villages. Oui, programme national d'alimentation en eau potable en milieu rural. De quoi retourne ce programme? Programme national d'approvisionnement. Là, je ne retrouve pas très bien dans ce programme. Vous connaissez le programme? Je crois bien que vous voulez parler du programme que le gouvernement défunt a confié au PNUD, et dont d'ailleurs certains ouvrages ont été, ont été mis en... ça a été dernièrement visité par le ministre en charge de l'eau. Voilà. Qu'est-ce que le programme il a pu réaliser? Je vais laisser M. Awandjeno en parler. En fait, c'est un programme sur le financement PNUD, qui concerne la réalisation de 310 forages dans plusieurs localités. Donc, ça tourne autour les localités ça touche quoi? Surtout dans les zones de socle, effectivement, on a des zones de socle. Est-ce que nous avons 77 communes? Est-ce que la plupart des communes sont touchées par ce programme? Oui, la plupart des communes. Allez-y, expliquez-nous ce programme. Oui. Et donc, il y a pratiquement 1,8 milliard destiné pour ce programme. Le programme est en cours d'exécution quand même. On a déjà réceptionné quelques ouvrages. Sur les 310 forages, combien sont déjà réalisés, vous ne savez pas? Bon, on peut dire qu'actuellement, il y a au moins 67 qui sont déjà réalisés, réceptionnés. Les travaux sont en cours pour les autres, avant que peut-être à la fin de ce mois ou mois prochain, on va réceptionner aussi les autres. Monsieur Adiagodo, quand on parle de zones vulnérables, quelquefois on pense, et peut-être à tort, j'en sais rien, quand on regarde nos cités lacustres, est-ce qu'elles ont de l'eau potable? C'est des cités qui sont sur l'eau et on se demande est-ce qu'elles boivent l'eau potable? Ganvier, Soava. Bonne question. Ce sont effectivement des cités qui ont beaucoup de problèmes d'accès à l'eau potable. C'est un paradoxe, elles sont sur l'eau. C'est un paradoxe, c'est ainsi. Parce qu'il faut bien amener l'eau potable de quelque part pour que ces populations aient accès à l'eau. Et dans ces zones, il faut déployer un peu plus d'efforts, un peu plus de moyens financiers qu'ailleurs pour pouvoir donner accès à l'eau potable à ces populations. Ce n'est pas une excuse et ce sont ces zones-là qui doivent être aussi privilégiées lorsqu'on parle de l'objectif de développement durable numéro 6. Dans l'agenda 2030, c'est de pouvoir permettre donc aux populations vulnérables d'avoir accès à l'eau potable au coût adéquat et que ce soit un service de qualité. Ce n'est pas un service interrompu à tout moment, ce n'est pas un service disponible qui est loin, auquel les gens peuvent avoir accès difficilement. Non, c'est un service, quand on parle de service de qualité, c'est le coût, c'est la disponibilité de l'eau à une certaine distance, c'est aussi la qualité de l'eau que l'on sert aux populations. Mais ces populations consomment quelle eau à l'heure où nous parlons? Oui,
Bon, les études... À Ganvié, c'est quoi l'eau que les gens boivent? Les études que nous avons menées sur le terrain ont montré qu'effectivement, c'est des populations qui se déplacent avec des bidons. D'accord. Ils vont dans des zones où il y a l'eau potable, ils vont s'approvisionner à ces points-là. Quand vous dites ils vont dans des zones où il y a l'eau, c'est où? C'est sur la terre ferme? Sur la terre ferme, par exemple, je prends la zone de Soava. Soava, d'accord, traverse le lac vient de ce côté, d'accord, prend de l'eau et retourne dans leur village en traversant toujours l'eau. Donc Ganvié, c'est pareil? Oui, pareil, c'est pareil aussi. Mais si on traite l'eau de surface ailleurs, monsieur, comment ça se fait qu'on ne peut pas traiter l'eau sur place que nous avons? Puisqu'on a dit à Djougou, on traite l'eau de surface. À Dassa, Savalou, c'est la même technologie. Pourquoi on ne pourrait pas le faire dans les zones qui ont de l'eau de surface? Traiter l'eau de surface revient encore plus cher, d'accord, que l'eau dans le sous-sol. D'accord. Alors quand on fait les forages, ça revient moins cher. Et quand on fait les forages, ça permet de faire des additions d'eau villageoise qui permettent d'alimenter plusieurs localités. C'est un problème de coût et d'investissement. Les eaux de surface reviennent très cher. Monsieur Adjagodo veut dire un mot là-dessus. On ne peut pas traiter l'eau dans ces zones-là? Il y a toujours une étude comparative qui se fait pour voir ce que coûterait le traitement de l'eau de surface par rapport au recours à l'eau souterraine, un peu comme on fait à Bomekalavi. On va chercher de l'eau dans le sous-sol qu'on traite, qu'on envoie à Cotonou. Et donc il y a des zones environnantes où, à ces milieux où on peut prendre de l'eau, traiter de l'eau en tout cas dans le sous-sol et renvoyer vers ces milieux-là. Le vrai problème, comme je disais tantôt, c'est un problème de planification stratégique et de mobilisation de financement. Et puis derrière, il y a la question de suivi également qui se pose. Quelquefois, il nous est arrivé de mobiliser du financement. Par exemple, le programme néerlandais dont vous avez parlé, mais pendant longtemps, que ce soit sur le PPA 1 ou le PPA 2, nous avons eu du financement. Il y a des années où nous n'avons pas pu consommer la moitié de ce qui était disponible. Parce qu'il y a des systèmes de mise en place des dépenses et tout ça qui sont vraiment complexes, des lenteurs administratives, quelquefois provoquées par les agents eux-mêmes à d'autres fins. Et donc, au finish, on aboutit à ce résultat de non-consommation des ressources mobilisées, quelquefois des ressources pour lesquelles le Bénin doit payer des intérêts, comme vous savez, quand il s'agit de prêts qui a été fait à notre pays. Et donc, c'est tout cela qui a été fait jusqu'à maintenant. Et on espère vraiment qu'avec les annonces qui sont en train d'être faites, nous allons non seulement avoir des ambitions, mais nous allons avoir aussi des mécanismes transparent, efficace. Quand vous dites avec des annonces qui se font, vous pensez à quoi? Oui, nous pensons dès le premier jour de son quinquennat, le président de la République a dit qu'il veut faire de l'accès à l'eau un droit inaliénable. Ensuite, nous avons eu le programme. Dans le programme, je le cite, le gouvernement ambitionne d'assurer l'accès à l'eau potable à toutes les populations du Bénin à l'horizon 2021. C'est possible et comment possible? Je crois que M. Awangenou va en parler, oui, parce que c'est eux qui sont dépositaires du programme. Il ne faut pas que ce soit une incantation. Qu'est-ce que le gouvernement veut faire pour qu'en 2021, tout le monde ait accès à l'eau potable? Effectivement, c'est dans le programme d'action du gouvernement. Et il y a 3 projets phares en ce qui concerne l'eau potable. Il y a l'exploitation des ressources hydraulique, donner accès à l'eau potable à l'ensemble de la population rurale et semi-urbaine, développer les capacités de production et de distribution en milieu urbain et périurbain. Alors, dans le concret, qu'est-ce qui va se faire? Alors, dans le concret, comme vous l'avez déjà dit, ici, par exemple, et au niveau du gouvernement, le gouvernement a pris en charge, a pris sur lui le soin de créer une agence d'exécution des travaux en milieu rural. D'accord. L'avantage de cette option, c'est de permettre d'aller très vite, parce que 2021, c'est pas loin. Et ça permet aussi de consommer les crédits disponibles. D'accord. Et pour cela, pour ce qui concerne la Direction générale de l'eau, et comme l'avait déjà dit, nous avons trois projets phares. D'accord. Et nous avons déjà des projets dont les financements sont déjà mobilisés. Quand vous dites sont déjà mobilisés, c'est quoi et c'est combien? Effectivement, nous avons... je peux aller rapidement sur ce projet. Oui, bien sûr, allez-y. Nous avons le premier projet d'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau potable de 69 villages au Bénin.
Alors, la zone d'intervention, nous avons tous les départements, sauf Cotonou, bien sûr. Et tous les départements du Bénin. D'accord, c'est un projet de période 2014-2019, d'accord, qui va impacter environ 400 000 populations pour un montant d'environ 21 milliards. 21 milliards. Financé par qui? Par Exim Bank Inde. Alors, le deuxième projet dont le financement est mobilisé aussi, après, projet BID UMOA, hydraulique et d'assainissement en milieu rural, qui va intervenir dans les départements de l'Atlantique, Borgou et Ouémé. Ça, c'est BID, comme l'avait dit, Banque islamique. Et c'est quoi? C'est des forages qu'on va... Oui, c'est des forages. C'est des forages et puis quoi? Et des ouvrages à but multiples. D'accord. Des ouvrages à but multiples, en même temps qu'on fait l'alimentation en eau potable, on permet d'abreuver les bêtes, par exemple. Et tout ça, là, voilà. Alors, le troisième programme qui est même en cours de réalisation, c'est le programme Fonds de transition au sous-financement Pays-Bas, qui concerne 11 départements aussi, et qui va impacter 87 500 personnes, et pour un coût environ de 4,4 milliards. Le quatrième projet, c'est le projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et d'assainissement des eaux usées en milieu urbain. C'est sous-financement Banque mondiale. D'accord, environ 20 milliards, qui va concerner pratiquement tous les départements. D'accord. Alors, le dernier programme que nous avons dans notre portefeuille, c'est le programme OMI Delta. OMI Delta. Qu'est-ce que c'est OMI Delta? OMI Delta, comme son nom l'indique, OMI en argot c'est l'eau. Delta, le programme va travailler sur le bassin, la basse vallée de l'Ouémé. D'accord, le bassin de Delta. Et c'est sous financement Pays-Bas, bien sûr. On aura 2017-2021 pour la réalisation et environ, ça coûte autour de 20 milliards aussi, 21 milliards environ. Monsieur Adiagodo, vous avez écouté les chiffres, je veux bien y croire. Ça signifie quoi? Que nous allons faire le bilan 2021. Tous les Béninois pourront boire de l'eau, que ce soit à Ganvier, à Tanguieta, à plein temps. Non, monsieur Mara, il faut le dire tout de suite. Très bien. Nous n'allons pas attendre 2021. Non, je dis au plus tard. Non, oui, c'est un objectif. C'est ce que nous faisons souvent et nous constatons quelquefois les dégâts. Au lieu d'être tous en joie, nous sommes plutôt en pleurs, comme un habitant nous a dit, je crois que vous vous souvenez, à Matéri, oui. Pour ce barrage qu'on devait réaliser, et qui finalement, à Koufo-Pisiga, et qui est parti. Qui a été emporté par la première pluie. Voilà. Et donc, il y a un problème de cadre financé par la BOAD. Tout à fait. Et 600 millions ont été investis. Première pluie, le barrage est parti. Et je me souviens on se demande cet habitant qui nous dit... Est-ce qu'on a demandé des comptes à cette société qui a fait le travail? On ne va pas faire le débat ici. Il faut dire qu'il y a d'abord le cadre stratégique de mise en œuvre. Aujourd'hui, le Bénin s'est engagé pour réaliser les ODD. Objectif développement durable. Voilà. Et c'est normalement agenda 2030. Et le Bénin, pour ce qui concerne l'eau, a dit « Je veux réaliser l'accès universel à l'eau potable, qui est l'un des éléments de l'objectif de développement durable numéro 6. Je veux le réaliser pour 2021. » Alors, pour y arriver, il y a un cadre stratégique, il va y avoir des programmes, il va y avoir peut-être de nouvelles institutions, des mécanismes pour pouvoir le faire. Le cadre stratégique, aujourd'hui, il n'est pas totalement en place. Je crois, monsieur le cadre stratégique, c'est quoi? Stratégique, par exemple, la stratégie d'intervention pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, il est en cours de révision, il n'est pas terminé. Et le gouvernement veut aller vite. C'est 5 ans pour ce qu'on devait faire en 15 ans. Et donc, il faut, normalement, prendre cela comme une priorité, des priorités, et pouvoir le finir. Le cadre de suivi, de mesures, et de suivi de l'action qu'on va mener, réellement, les pays sont accompagnés dans la sous-région, accompagnés par l'UNICEF, le PNUD, pour mettre en place ce cadre de planification et de suivi de la mise en œuvre de l'ODD. Mais il est important que nous puissions le ramener vraiment à cet objectif périodique d'année que nous avons fixé, qui est 2021. Et puis maintenant, il y a la question de la participation, de l'implication de la société civile. Nous avons vu le programme sectoriel d'accès universel à l'eau 2021 et nous avons vu même que ça va, il y a une composante qui permettrait de soutenir le renforcement des capacités du secteur privé. Parce que c'est vrai,
Sans le secteur privé, ce qui est prévu ne peut pas être réalisé. Nous croyons même qu'on va devoir faire appel d'une manière ou d'une autre au secteur privé, enfin je vais dire étranger. On espère que là aussi... Quoi, pour réaliser les infrastructures? Ah oui, parce que nous voulons faire 5 fois, 7 fois ce que nous faisions en une année. Et donc, il faut des dispositions nouvelles. Nous en convenons. Mais encore, faudrait-il que les mécanismes qui vont être mis en place permettent quand même au secteur privé national de participer au travail qui va être fait. Il ne s'agit pas de le dire, il s'agit de mettre en place des mécanismes réels, de les faire connaître, de permettre que l'on puisse vérifier que cela a été fait. Alors, je parlais de la société civile. Si on regarde ce programme, on ne voit pas sur quel pan, quel type de partenariat, quel type de travail le gouvernement veut faire avec la société civile. Nous avons eu d'ailleurs l'occasion, à l'occasion de l'atelier de structuration des collectifs de la société civile au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y avait 8 pays réunis ici avec d'autres de la France et puis le Sanitation and Water for All, reconnu au niveau des Nations Unies, où nous avons eu, le ministère nous a permis d'avoir un aperçu de ce programme et nous avons dit nos observations au ministre en charge de l'eau sur ce programme. Et il a convenu que c'est important. Ce n'est pas à nous qui le réclamons. Au niveau mondial, il y a 2 choses importantes. Un, il faut pouvoir améliorer l'allocation des ressources pour l'eau. Et le gouvernement est en train de le faire. On a dit également qu'il faut introduire de la transparence, de la redevabilité dans tout ce qui est mise en œuvre des programmes. Et puis, pour éviter les cas PPE-A2. Voilà. Et puis, au-delà de ça, la société civile apporte toujours une plus-value lorsqu'elle est partie prenante. Parce que c'est des acteurs qui sont au plus près des populations, là où l'État, quelquefois, ne peut pas aller ou n'a pas le temps d'approfondir les choses. La société civile peut le faire. Lorsqu'il faut mobiliser des ressources, quelquefois nationales, la société civile peut aussi expliquer aux populations à quoi servent les ressources mobilisées, qu'elles ont du mal quelquefois à mobiliser. Donc, c'est important, et on l'a vu avec l'initiative de reddition des comptes au niveau local, là où les maires ont accepté très volontairement de rentrer dans cette approche de compte rendu, mais aussi accepter qu'on leur demande des comptes. On a vu comment les populations ont participé au financement de tout ce qui est infrastructure, que ce soit sociale ou infrastructure d'eau dans ces communes. Allez à Sinandé, allez à Koulikame, les maires vous diront comment les populations ont bien accepté la chose. Donc au niveau national, on demande qu'il y ait plus d'implication de la société civile dans la mise en œuvre des programmes qui vont, même si c'est des programmes du gouvernement. Et cela est important. Et sans quoi, nous aurons toujours du mal à la fin à dire oui, effectivement, on a prévu ça et on l'a fait, ou nous aurons du mal à relever tôt les dysfonctionnements qu'il peut y avoir, parce que l'État, celui qui est au four, au moulin qui est en train d'agir, celui qui est en train de danser ne peut pas dire s'il danserait bien ou pas. Monsieur Randino, vous avez annoncé pas mal de milliards qui sont mobilisés pour que les populations aient accès à l'eau potable. Une chose est de mobiliser les ressources, de réaliser les infrastructures. Une autre, c'est la capacité des populations, justement, à accéder à cette ressource. Quand vous voyez à Cotonou, il y a des gens, peut-être les adductions passent devant leur maison, ils ne veulent pas y aller parce que, estimant que l'eau a un coût, ils n'en ont pas la capacité. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez des populations qui boivent toujours l'eau de rivière. Pourtant, il y a les forages. Donc, le coût... Merci beaucoup. Dans notre stratégie, nous avons toujours dit que l'eau paye l'eau. C'est très important. En fait, il y a certaines populations qui considèrent toujours l'eau comme un don de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'infrastructure qui est mise en place qui a un coût. Et quand on demande aux populations de payer l'eau, en fait, ce n'est pas le prix de vente de l'eau là qu'on est en train de voir. C'est l'entretien qu'on en fait de l'ouvrage. Oui, je vous écoute. L'entretien qu'on en fait de l'ouvrage et effectivement, quand vous demandez aux populations de payer l'eau, alors, ils se sentent plus responsables à la gestion. Parce que nous sommes dans un système de professionnalisation des ouvrages hydrauliques. Professionnalisation de la gestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une AEV, il y a un fermier qui est recruté, qui signe un contrat avec la commune, avec le maire,
et à la fin de chaque mois, ils paient des redevances. Ceci, c'est quand vous dites AEV, c'est adduction d'eau villageoise. D'eau villageoise, c'est ça. D'accord. C'est pour garantir, d'accord, la durabilité de l'ouvrage. D'accord. C'est pas en réalité le prix de l'eau qu'on est en train de vendre là. Vous êtes en train de dire que l'eau, malgré tout, coûte moins cher, c'est ça? Moins cher en réalité. Alors, pour les ouvrages simples, nous avons des délégataires, d'accord, des personnes qui sont là pour vendre le signer des contrats avec la commune. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe, c'est que ceux-là aussi payent des redevances à la commune et s'occupent de la gestion, de la réparation des ouvrages. Et c'est le prix de vente, d'accord, de l'eau qui permet de réparer les ouvrages lorsqu'ils tombent en panne. Voilà comment ça se passe. Bon, en milieu urbain, il faut reconnaître que la SONEB a mis en place une politique de promotion, d'accord, de vente promotionnelle des branchements, d'accord, quitte à ce que si le réseau passe devant votre maison, d'accord, vous avez accès facilement à cette promotion en payant 50 000 francs, je crois bien, d'accord, pour avoir accès. Donc, c'est une politique que la SONEB est en train de mener pour insuffler vraiment un peu de dynamisme et obliger la population à aller vers l'eau potable. C'est 50 000 francs, c'est vrai, ça paraît cher, mais quand on voit les intrants qui rentrent dans le prix de l'eau, quand je prends la SONEB, il y a les produits chimiques qui permettent de traiter l'eau, ça coûte énormément cher. Il y a le transport de l'eau à partir de l'énergie électrique, ça a un coût aussi. Mais quand on vend l'eau, en réalité, ce n'est pas aussi cher en milieu urbain. Okay. Très bien. Monsieur Adiagodo, un paradoxe encore. J'ai eu la chance de faire une tournée à l'intérieur du pays avec vous et nous avons vu ces fameux forages artésiens. Et on s'est posé beaucoup de questions. Vous avez des localités dans notre pays où l'eau coule à flot, on n'arrive pas à l'arrêter, pourtant d'autres en souffrent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces forages, pour alimenter peut-être les zones qui en ont besoin? Non, déjà, il faut connaître les quantités d'eau que l'on a dans la nappe, pouvoir maîtriser, savoir pour quelle population on peut distribuer. Et jusque-là, on n'arrive pas à maîtriser ça? Dans certaines localités, ça a été fait, d'ailleurs. Par exemple dans le cadre des initiatives d'amélioration de la gouvernance des forages artésiens dans le Mono, Kofo. Le PNE a travaillé avec la Direction générale de l'eau et les communes concernées et l'ONG internationale Protos. Et nous avons pu, à certains endroits, mettre en place des bonnes fontaines pour canaliser cette eau qui sortait et amener l'eau auprès dans les ménages. Et en même temps, on a amené une partie de cette eau. Au fond, c'est des forages qui ont été faits, c'est ça? Il a été surtout canalisé. On a surtout canalisé l'eau qui sortait. Mais l'eau est sortie comme ça? Oui, c'est de la nappe qui jaillit et qui sort ailleurs. Ça donne, dans certaines conditions, ce que on appelle les eaux minérales, les eaux thermales, dans d'autres conditions. Et donc ici, c'est de l'eau. On en a vu à Zogbo-Domain. À Zogbo-Domain, et puis il y en a aussi beaucoup dans le Mono. Et donc, on a canalisé cette eau. Une partie va dans les champs pour ces populations peuvent améliorer leur production. Et on a vu comment on peut combiner donc l'utilisation de cette eau dans ce qu'on appelle le multi-usage. Et quand nous parlons de gestion intégrée des ressources en eau, c'est aussi de cela qu'il s'agit. Mais vous avez parlé tantôt de la question du coût en milieu rural. C'est aussi ce que les populations béninoises craignent. Avoir accès à l'eau potable en milieu urbain, avec les investissements qui vont être faits, avec la séparation qu'on entrevoit entre l'exploitation et la distribution d'eau au niveau de la SONEB, est-ce que nous allons garantir, est-ce que les autorités garantissent aux populations qu'on va toujours continuer à avoir un coût tel qu'il est actuellement? On peut nous dire facilement que le prix de l'eau ne peut pas rester éternellement au même niveau, mais il faut s'assurer que le coût qu'il va y avoir va rester en adéquation avec le niveau de vie des populations, le pouvoir d'achat, surtout celui des populations vulnérables. Parce que nous savons, quand nous regardons bien autour de nous, si on met en place cette agence qui intervient en milieu rural, que le privé est là pour gérer, si on ne fait pas appel à la société civile au niveau local, par exemple les associations de consommateurs d'eau potable, et que les communes doivent aller dans le tout privé, c'est-à-dire tout mettre en prestation avec le secteur privé, est-ce que nous allons pouvoir garantir un prix abordable?
Parce que déjà aujourd'hui, les populations rurales payent l'eau plus cher que les populations du milieu urbain. Il y en a qui le payent à 800 francs. Comment ça s'explique? Comment ça s'explique? Le mètre cube. Vous allez demander à M. Oui. Comment ça s'explique qu'en milieu rural, on paye l'eau plus cher? En fait, pour calculer le prix de l'eau, nous avons un logiciel qui permet de calculer le prix de l'eau. Attendez, au-delà des logiciels, très honnêtement, est-ce qu'il est logique qu'en milieu rural, on paye plus cher l'eau? Non, ce n'est pas logique. Bon, maintenant expliquez l'affaire des logiciels. Voilà, donc il y a les logiciels qui permettent, ça dépend de l'intrant. Par exemple, il y a des AEV qui fonctionnent avec le thermique, avec du gasoil. Vous savez, le prix du gasoil. Il y a des AEV qui fonctionnent avec l'énergie de la SBE. Là, le problème ne se pose pas. D'accord, si ces AEV, le prix de l'eau revient moins cher. Mais par contre, là où il y a le thermique, et quand on fait tous les calculs, là, on constate que vous avez pratiquement à 500 francs le mètre cube, ou à 600 francs le mètre cube, voire même à 800 francs. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir une politique de subvention en milieu rural, M. Aliagoudou? C'est cela que nous appelons, et c'est aussi pour cela que la société civile fait un plaidoyer depuis l'année dernière pour que la question de l'eau, les droits humains liés à l'eau, soient reconnus dans notre Constitution. Je voudrais regarder vos caméras et dire qu'il est important que les députés constitutionnalisent le droit lié à l'eau dans le projet de Constitution qui est à l'Assemblée nationale. Nous savons qu'ils sont sensibles à cette question. Nous savons aussi qu'au niveau du gouvernement, il y a eu des difficultés, cela n'a pas été mis dans le projet, mais nous sommes sûrs qu'ils ne vont pas le remettre en cause si cela a été fait par les députés de l'Assemblée nationale. Qui pourrait refuser l'eau aux populations béninoises? Est-ce que ce sont les députés? Est-ce que c'est le gouvernement qui va refuser de donner de l'eau aux populations béninoises? Je ne crois pas. Et donc, si on veut constitutionnaliser le droit à l'eau et à l'assainissement dans notre Constitution, nous devons pouvoir être tous unanimes, que ce soit les députés, que ce soit les juristes constitutionnalistes, que ce soit nos intellectuels qui sont dans les institutions de la République, que ce soit au niveau du gouvernement ou que ce soit le président de la République. Nous devons pouvoir être sensibles à la question de l'eau. Parce que si cela n'est pas fait, nous allons au moment opportun intervenir de façon plus chose. Mais nous pensons que tout le monde va s'accorder sur cette question. C'est tellement sensible la question de l'eau. Vous me donnez l'occasion parce que je vous ai présenté au début de l'émission comme chargé de programme au niveau du partenariat national de l'eau, mais peut-être que les Béninois connaissent pas très bien le PNE. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire, je sais que vous faites la promotion de la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau, en quelques mots, Merci beaucoup, M. Barras. Oui, le PNE, le Partenariat national de l'eau du Bénin, c'est une plateforme d'acteurs du secteur public, privé, de la société civile, qui sont mis ensemble pour promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau. Je ne vais pas utiliser des mots forts, je vais dire simplement, lorsqu'on dit par exemple que le forage artésien doit pouvoir être utilisé non seulement pour donner de l'eau potable, mais aussi pour permettre qu'on fasse de la production agricole, c'est de la gestion intégrée. Le multi-usage, c'est de la gestion intégrée des ressources en eau. Lorsqu'on dit que le barrage d'Achapa, il faut non seulement l'utiliser pour laver la canne à sucre et faire du sucre, mais aussi donner de l'eau potable aux populations de Savès, permettre à ce que ce barrage soit bien géré, s'assurer, suivre le niveau de l'eau dans ce barrage et le niveau de pollution. Faire cet ensemble de choses, c'est faire la gestion intégrée des ressources en eau. Parce que si nous ne regardons que l'eau potable, il arrivera un jour où nous n'aurons même pas l'eau à puiser pour aller donner à nos populations. Nous devons aussi réaliser des études pour voir comment évoluent les quantités d'eau qu'il y a dans nos nappes souterraines. Nous devons voir comment les quantités d'eau qui ruissellent après les pluies évoluent, comment ça peut créer les inondations et mettre en place les systèmes d'alerte qu'il faut pour prévenir nos populations, et mettre en place les systèmes qu'il faut aussi pour empêcher qu'il y ait les inondations. Lorsqu'on regarde l'eau dans toutes ces dimensions, nous parlons de gestion intégrée des ressources en eau. Merci beaucoup pour l'occasion de présenter le PNE. Monsieur Awandino, une question bien banale, vous allez peut-être la trouver idiote, mais ceux qui nous regardent veulent peut-être comprendre. Quand vous allez dans la région d'Abomey-Calavi aujourd'hui, beaucoup de gens de forage avec des tanks bleus ou noirs sur le toit. Rassurez-nous, est-ce que la façon dont les gens traitent cette eau
Est-ce que c'est de l'eau franchement potable? Parce que ce n'est pas toujours installé par la SONEB. D'ailleurs, beaucoup évitent la SONEB en se disant, voilà, on n'est pas sûr d'abord de la qualité de l'eau nous coûte cher, et beaucoup qui ont les moyens préfèrent maintenant faire leur forage, avoir des tanks sur leur toit. Est-ce que c'est de l'eau qu'on peut consommer? Oui, il faut la traiter. Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est les systèmes-là que nous appelons les PEA privés, les postes autonomes privés. C'est ça. D'accord. Et les populations, lorsqu'elles s'installent dans la région de Calavi et ses environs, préfèrent, puisque déjà même l'eau de même à l'intérieur du pays? Oui, mais à l'intérieur du pays. En tout cas, si j'ai les moyens, je fais un forage, j'ai un tank. Voilà. Alors, on va chercher un monsieur qui sait faire les forages et on met le système en place, on met un tank en haut et puis on commence à utiliser. Il y a d'autres quand même qui s'investissent pour quand même rendre l'eau potable par un dispositif de chloration. C'est quoi il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr qu'on boit de l'eau potable? Pour faire sûr de rendre potable, c'est très simple. Il faudrait nécessairement que hebdomadaire, c'est-à-dire de manière hebdomadaire, d'accord. Par semaine. Par semaine, vous lavez le tank. Le tank par semaine. Par semaine, vous mettez du chlore. Du chlore, hein? Le chlore ayant un effet rémanent, d'accord, permet de conserver l'eau, la potabilité. Cela suppose qu'il faut avoir un technicien, c'est pas le simple plombier qui Non, c'est un technicien. Un technicien, il faut un chimiste qui permet, puisqu'il y a un problème de dosage par rapport à la quantité d'eau, le volume de chlore qu'il faut injecter, il y a tout ça là qu'il faut savoir faire. Là, vous êtes sûr d'avoir de l'eau potable au moins. Donc, si moi, pour faire court, si je fais un forage simple, c'est pas que j'encourage. J'ai un tank là-haut, je ne traite avec rien, je lave de temps en temps, je ne suis pas en train de boire de l'eau forcément potable. Non, pas potable. Il faut nécessairement traiter cette eau-là. D'accord. Oui. Monsieur Adiagodo, on va peut-être faire un dernier tour de table. On l'a dit, hein, à moins que vous vouliez réagir sur un point particulier. Il faut déjà dire que la mise en place de ces systèmes est normalement contrôlée. Il y a une législation au Bénin et en principe... Est-ce qu'elle est en application? Voilà, justement. S'il y a des difficultés au niveau de l'application, il faut que nos communes, la Direction générale de l'eau, travaille avec les communes pour qu'on aille vers l'application. Ce n'est pas que ça qu'il y a. Il y a aussi les sociétés ou les structures qui fabriquent les pure water, dont la qualité n'est pas tout à fait contrôlée. Il y a un programme normalement au niveau de la Direction nationale de la santé publique qui devrait permettre de contrôler. Est-ce qu'il y a une structure qui contrôle ces structures de pure water? Tout à fait. Il y a un programme de suivi, de surveillance, de suivi de la qualité de l'eau. Au niveau de la DNSP, il faut que tout cela fonctionne. Il faut dire que c'est un sous-secteur qui est sous-financé. Très bien. Je vais demander à M. Awandino de conclure l'émission avant de vous donner la parole pour la dernière conclusion. Qu'est-ce que vous avez... Oui, déjà, malheureusement, 52 minutes. Ça passe. Nous avons un objectif essentiel, l'accès universel à l'eau potable dans les prochaines années. C'est l'objectif numéro 6 des ODD. Qu'est-ce qu'on fait au Bénin pour atteindre cet objectif? C'est votre mot de conclusion. Ok, merci. Bon, comme vous l'avez déjà dit ici, pour pouvoir atteindre cet objectif, nous avons beaucoup d'ouvrages à réaliser. Et quand je prends les ouvrages qui sont déjà fonctionnels, nous avons pratiquement 2000 forages à réhabiliter, qui sont déjà en panne, qu'il faut réhabiliter. Nous avons 352 additions d'eau villageoise à réhabiliter. Nous avons 952 forages à gros débit. Les forages à gros débit permettent d'installer les systèmes d'AEV. Nous avons 3400 nouveaux forages à réaliser et 1275 nouvelles additions d'eau à réaliser. C'est beaucoup, d'accord? Mais ce n'est pas impossible, d'accord? Nous avons beaucoup d'atouts à notre niveau pour pouvoir mener à bien ce programme et accompagner le gouvernement vraiment dans son programme, d'accord? Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Les perspectives, comme nous l'avons déjà dit, il y a le démarrage effectif du programme au 1000 Delta, près de 20 milliards qui va commencer en juin prochain. Il y a le programme aussi de la Banque mondiale, près de 20 milliards aussi qui va commencer en juin. D'accord. Mais ce que nous voulons vraiment mettre l'accent sur la régulation du secteur. C'est quoi la régulation? La régulation, alors la régulation permet d'exercer un contrôle des tarifs appliqués, surtout en milieu rural, parce qu'on a constaté que les tarifs ne sont pas les mêmes, ils sont fixés pêle-mêle. D'accord. Exercer le suivi, d'accord, et assurer la protection des consommateurs. Très bien. Voilà, donc c'est le rôle que nous aurons à faire très prochainement au niveau de la Direction générale de l'eau. Je vous remercie. Merci, M. Adiagodo.
dernier mot avec une question bien simple. Je sais qu'à la dernière revue annuelle, vous avez fait beaucoup de recommandations. Peut-être nous rappeler quelques-unes de ces recommandations pour conclure l'émission. Je vais prendre une au hasard et avant de dire mes mots de conclusion. Il était prévu que la Direction générale de l'eau fasse un rapport sur l'état de la gestion des ressources en eau au Bénin. Est-ce que ça a été fait? La Direction de l'eau va répondre à la prochaine revue annuelle du secteur qui va se tenir probablement au mois d'avril, sinon peut-être de manière glissante en mai. Je voudrais ici le rappeler et dire, nous prenons date tous pour avoir ce rapport. Mais au-delà de ça, permettez-moi, M. Mbara, de dire encore une fois que la question de l'eau est une question très importante. En 2010, au moment du vote de la résolution sur le droit à l'eau, le représentant du Yémen disait que l'eau est le pétrole du siècle de la soif, que sera le 21e siècle. Il faudrait que nous en prenions conscience. Le siècle de la soif. Oui, tel que le pétrole a été ce produit que tout le monde recherchait, il fallait créer des guerres, on n'hésite pas. Oui, ça risque d'être pareil pour l'eau. Assurer la sécurité en eau, c'est une question fondamentale. Et c'est pour ça que nous disons aussi qu'aujourd'hui, faire la constitutionnalisation du droit à l'eau et à l'assainissement, c'est une question primordiale. Il faut le faire pour permettre à notre pays de faire de cela une priorité dans les années à venir. Ce n'est pas pour emprisonner quelqu'un. Et je voudrais profiter de cette occasion, rassurer les populations béninoises que nous serons toujours présentes, nous serons avec elles pour défendre ce droit à l'eau et à l'assainissement. Et enfin, solliciter encore une fois du gouvernement que l'implication de la société civile soit totale, soit entière dans la mise en œuvre de ce programme sectoriel d'accès universel à l'eau potable. Nous reconnaissons l'ambition, mais il nous faut maintenant ensemble poser les pas qu'il faut pour assurer la bonne gouvernance. Et cette bonne gouvernance appelle aussi l'appui conseil aux communes qui ont la maîtrise d'ouvrage au niveau local. Nous n'en avons pas parlé ici, peut-être parce que les communes ne sont pas là, mais il faut que le programme du gouvernement soit aussi une opportunité pour accompagner les communes. En transférant les ressources pas nécessairement. Liées à l'eau, c'est ça? C'est clair que les communes ne peuvent pas, à elles seules, assurer la mise en place des infrastructures, parce que nous avons pris de grandes ambitions. Mais il faut au moins que ce soit dans une logique d'accompagnement, parce qu'il n'y a pas que la mise en place de l'ouvrage. Il y a toute la gestion de l'ouvrage. Et ça, c'est même plus difficile que la mise en place de l'ouvrage. Et donc, si on n'est pas dans une logique d'accompagnement, l'autre partie peut ne pas exister et les populations n'auront pas l'eau. Ne cherchons pas des ouvrages, nous cherchons l'eau potable pour nos populations. Encore merci à vous et à l'ORTV. Merci beaucoup. Nous n'avons certainement pas tout dit sur l'accès à l'eau potable. Eau potable pour tous, discours et réalité, c'était la thématique de notre émission ce soir avec Charles Awendino, directeur des études et stratégies d'approvisionnement en eau potable à la Direction générale de l'eau, monsieur Arnaud Adiagodo, chargé de programme au Partenariat national de l'eau. Merci à mes deux invités, merci aux téléspectateurs qui sont restés jusqu'à la fin de cette émission. Merci à Christelle Sabouan et toute son équipe de réalisation. Bonne soirée et à dimanche prochain.